Nous voici une nouvelle fois en compagnie de Kevin de FC Geopolitics. Salut Kevin. Salut Romain. Après avoir évoqué ensemble la vision footballistique de la Chine et celle de l'Arabie Saoudite, nous allons à présent nous intéresser à un phénomène plutôt récent en France, à savoir les investissements étrangers concernant les clubs de Ligue 2. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter de beau à ce sujet? Eh bien, pour comprendre un peu plus pourquoi est-ce que les investisseurs étrangers s'intéressent à la Ligue 2, on va expliquer cela par trois raisons. Donc d'abord, il faut savoir que les clubs de Ligue 2 sont relativement peu chers si l'on compare au rachat lambda d'un club dans une première division du top 5 européen, parce qu'il faut débourser une centaine de millions d'euros. Donc là, la Ligue 2, c'est vrai que comparé aux autres divisions du top 5 européen, il faut débourser qu'une dizaine de millions d'euros pour en avoir. Et pourquoi est-ce que les investisseurs étrangers préfèrent la Ligue 2 aux autres secondes divisions du top 5 européen? C'est parce que, par exemple, en Angleterre, la Championship, ça reste un prix assez conséquent pour acquérir un club. En Allemagne, il est difficile d'acquérir un club et que les secondes divisions espagnoles et italiennes ont des clubs un peu moins bien structurés. Alors, c'est vrai qu'en France, en Ligue 2, il y a déjà des clubs qui sont peu endettés avec le contrôle de la DNCG. Et il y a aussi pas mal de centres de formation avec des centres de formation réputés qui permettent de développer des jeunes joueurs. Et il faut savoir aussi que si les clubs sont relativement peu chers, mais il faut aussi savoir qu'en général, les présidents de clubs de Ligue 2 sont assez vendeurs de leur club parce qu'ils sont toujours obligés chaque année de remettre de l'argent au sein de leur club et qu'en général, c'est des patrons d'entreprise de la région du club. Donc, pour eux, c'est tout bénef d'avoir soit que le club soit revendu, soit d'avoir un actionnaire minoritaire. Mais on va y revenir sur ce sujet. Ensuite, la deuxième raison pourquoi les investisseurs étrangers s'intéressent à la Ligue 2, c'est parce qu'ils intègrent ainsi le important dans le bassin français. On sait que la France exporte beaucoup de joueurs à l'étranger et que le modèle de formation français est très reconnu à l'international. Donc, c'est l'occasion d'intégrer le marché français et donc de dénicher les futures pépites de demain. Et enfin, bien sûr, c'est le nerf de la guerre. Pourquoi est-ce que les investisseurs étrangers viennent en Ligue 2? C'est pour faire des plus-values avec les joueurs, notamment via le trading de joueurs. Donc, on a pu voir l'an dernier qu'il y avait des transferts en Ligue 2 qui pouvaient déplacer les 10 millions d'euros. Donc, avec Alexis Claude Maurice qui avait rejoint Nice pour 13 millions d'euros, mais aussi des joueurs qui vont à l'international, comme Brian Mbeumo, pur produit de la formation troyenne, qui a rejoint Brentford pour 6,5 millions d'euros l'an dernier. D'accord, très intéressant. Donc, trois raisons. Un, les clubs sont pas chers. Deux, ils représentent un vivier particulièrement important de joueurs. Et trois, la partie économique pour réaliser une plus-value. Et justement, tu citais l'exemple troyen. Quid justement de ce rachat de l'Estac assez récemment? Donc oui, l'Estac a été racheté la semaine dernière par le City Football Group. Donc c'est un peu la multinationale du football dont la maison mère est le bien connu club de Manchester City. Donc Manchester City qui avait été racheté par le Tchèque Mansour en 2007 avec l'idée d'en faire un top club d'Angleterre et un top club européen. Donc c'est désormais chose faite pour l'Angleterre, il ne lui manque plus qu'une Champions League. Et en 2014, il a développé le City Football Group. Donc là, c'était vraiment l'idée de créer un peu une marque internationale autour de cette marque City. Et là, il a développé différents partenariats et différents rachats de clubs à travers le monde. Donc maintenant, le City Football Group, ils sont présents dans 10 pays. Donc il y a notamment l'Uruguay, les États-Unis, l'Australie. Ils sont aussi en Chine, en Inde. Donc ils sont vraiment partout dans le monde. Et là, il y avait la volonté du City Football Group d'intégrer le marché français, donc comme on l'a dit tout à l'heure, notamment pour intégrer un grand pays de football et un vivier de joueurs important. Donc ainsi, il pourra investir le marché français et puis dénicher les futures pépites de demain. Mais aussi la volonté du City Football Group, du coup, c'est d'avoir un club à la fois pas cher, bien installé en Ligue 2, mais qui avait des ambitions pour aller en Ligue 1, et aussi qui avait un bon centre de formation.
Donc, on a vu qu'il y avait des discussions entre plusieurs clubs de Ligue 2 pour notamment attirer le City Football Group et tout l'argent que ça implique derrière pour le club pour changer de dimension. Il y avait un peu des discussions avec Nancy et finalement, c'est l'Estac qui a décroché le gros lot, on va dire, et que maintenant, l'ambition pour le City Football Group, ça va être d'installer le club de Troyes en Ligue 1 sans qu'il fasse tout le temps l'ascenseur, de développer les infrastructures de formation, même si Troyes reste un bon centre de formation. On l'a vu avec le cas de Brian Mbeumo, mais dans le dernier classement FFF des clubs formateurs, ils ont commencé un peu à reculer. Donc là, l'idée, c'est de continuer dans cette formation troyenne. Et enfin, ça va permettre aussi à Manchester City de prêter ces jeunes joueurs à Troyes pour qu'ils puissent s'aguerrir. D'accord, très clair. Donc ça veut dire qu'il y a quelques semaines, différents clubs de Ligue 2 étaient carrément en mode appel d'offres en vue d'être achetés par cet investisseur de Manchester City, en fait. Ça, après, pour les tractations, je ne sais pas, mais enfin, je sais qu'il y avait Nancy et Troyes qui étaient dans la balance. D'accord. Après, Nancy avait communiqué en disant que le rachat par le City Football Group ne s'était pas fait du fait du Covid. Mais bon, est-ce que c'était la vraie raison, sachant que là, Troyes vient de réaliser le deal avec le City Football Group. On savait aussi que le City Football Group va viser d'autres clubs avant Nancy et Troyes. Il y avait aussi les cas de Orléans ou de Valenciennes. Mais bon, après, c'est vrai que ça a été Troyes qui a été le plus convaincant vis-à-vis du City Football Group. Il serait intéressant effectivement de savoir pourquoi est-ce que ça n'a pas été Nancy plutôt que Troyes. Mais après, ça peut être notamment autour des questions vu que un acteur majeur du football comme le City Football Group s'intéresse à vous, on peut très vite être tenté de faire monter le prix du club à la revente. Donc ça peut être l'une des raisons pour lesquelles ce n'est pas fait au niveau de Nancy. En effet, et comme tu le soulignais, clairement, ils ont tiré, ils ont tiré le gros lot. Ça me fait penser un petit peu quand même à ce qui se passe en Belgique, que ce soit en première ou en seconde division, et on voit l'état du football belge aujourd'hui. Toi, à titre plus personnel, est-ce que tu n'as pas de crainte que la Ligue 2, parce qu'on va citer juste après d'autres exemples, la Ligue 2 devienne un petit peu l'équivalent d'une partie de la première division Jupiler en Belgique et carrément la seconde division belge où c'est devenu un grand supermarché de négociants footballistiques. Après, bon, même si comment la Ligue fait une communication dans le sens où on est la Ligue des talents et que, entre guillemets, enfin, il y a des clubs à vendre, il y a du business à faire dans le championnat français. Je pense qu'il y aura toujours une limite pour qu'en gros, les clubs ne deviennent pas non plus des succursales de grosses équipes. Bon, par contre, là, pour le cas de la Belgique, c'est vrai qu'on a l'impression que tout est un peu à vendre et que après, il y a certaines équipes qui deviennent vraiment des équipes où seulement il y a des joueurs en prêt d'un seul club. Enfin, on pense notamment avec Monaco et le Cercle de Bruges. Mais après, il y a d'autres clubs qui sont beaucoup plus en difficulté. Et il est vrai que le City Football Group a aussi investi à Lommel en Belgique avec cette idée aussi d'installer un club en première division et puis de récupérer des talents belges. Mais c'est vrai que le football belge, ça part un peu, ça part vraiment trop à la dérive. J'espère qu'à la Ligue 2, on ne va pas arriver dans ce schéma-là, même si les rachats de clubs commencent à augmenter en ce début d'année. On va voir par la suite si ça va continuer. Sans doute également et malheureusement que le Covid a pu entamer pas mal de budget et qu'un club comme de Ligue 2, en effet, déjà que c'est, comme tu l'as souligné, beaucoup moins cher qu'un top 5 ou un top 10 de première division. Il y a sans doute des très belles affaires à faire et dans le foot et d'ailleurs dans l'économie en général, au sein de différentes entreprises de n'importe quel secteur. Et c'est là où ceux qui ont du cash font les meilleures affaires et les meilleures plus-values. Également, quid, parce que le rachat de l'Estac, c'est un parmi de nombreux récemment en Ligue 2. Quid des cas de Caen et de Toulouse? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors pour Caen et Toulouse, là, il faut autant pour City Football Group et l'Estac, on voit que c'est un projet qui s'installe
dans le moyen long terme, parce que l'idée, c'est vraiment axé autour de la formation, de la prospection de joueurs sur le marché français et d'installer le club en Ligue 1. Autant Caen et Toulouse, là, vu le profil des investisseurs qui ont rejoint les rangs de Caen et Toulouse, donc c'est 2 fonds d'investissement américains, là, ils cherchent vraiment un retour sur investissement relativement court terme, notamment avec le système de trading de joueurs, donc c'est-à-dire on prend un joueur pas cher où on le forme et après on le revend 5-10 millions d'euros et ainsi on fait du bénéfice assez rapidement. Enfin, on a pu le voir que même des grands clubs pouvaient être intéressés par la Ligue 2 parce que c'est là que Arsenal avait fait son marché pour Guendouzi quand il avait acheté à Lorient, ou même quand Varane est allé au Real de Madrid, il jouait encore à Lens en Ligue 2. Donc là, pour le cas de Caen, ça a été racheté par le fonds d'investissement américain Octree. Donc là, l'idée, comme on l'a dit, c'est de faire remonter le club en Ligue 1 et d'arriver sur un modèle un peu, entre guillemets, idyllique, même si le système de trading de joueurs, c'est pas non plus vers quoi je veux que le football aille, un peu en format LOSC, quoi, on va dire. Donc là, oui, ensuite acquérir des jeunes joueurs pour les revendre, mais il y a aussi une idée d'approche territoriale, parce que dans le fonds d'investissement américain, il y a aussi deux hommes d'affaires normands qui sont Pierre-Antoine Capton et Vincent Catherine. Donc là, c'est vrai que le projet, c'est aussi quand même de mettre en avant la ville de Caen et de l'installer en Ligue 1. Et c'est un peu le même projet au niveau de Toulouse. Donc là, qui a été racheté par le fonds d'investissement américain Redbird Capital. Et là aussi, il y avait une communication autour de redorer l'image de la ville, de redorer l'image du club, de créer un lien entre ville, club et supporters. Mais bon, là, c'est vraiment du business. Après, bien sûr, il faut, bien sûr, pour ensuite, pérenniser ces clubs. Maintenant, ces fonds d'investissement américains n'hésitent pas à s'entourer de personnes compétentes dans le milieu ou qui ont déjà réussi quelques beaux coups au niveau du marché des transferts. Donc, c'est pour ça que Caen a fait confiance à des personnes, à Olivier Piqueux en tant que nouveau président du club, parce qu'il a fait quelques jolies réussites du côté d'Angers. Et au niveau de Toulouse, le nouveau président, c'est Damien Comolli, donc ancien recruteur d'Arsenal et directeur sportif de Liverpool. Donc là, l'objectif, effectivement, ça va être de former les bons joueurs et ensuite de pouvoir les vendre au meilleur prix à l'étranger. D'accord, très clair. Du coup, le cas de Caen et Toulouse, même si c'est un peu plus moyen-termiste, moi, ça me fait automatiquement penser à ce qui se passe à Marseille, ce qui se passe à Bordeaux. Certes, c'est à l'échelon supérieur et donc avec des sommes supérieures, mais au final, on ne se cache pas que c'est un petit peu le même principe. Je suis tout à fait d'accord avec toi dans le sens où moi, c'est pareil. Je veux dire, on est des romantiques du football et on n'a pas vraiment envie que le monde du foot en lui-même tende vers ça, où au final, il n'y aura plus que des superpuissances possédant un portefeuille d'activités contre une autre superpuissance, même si ça fait aussi des batailles par proxy entre le Qatar, entre Abu Dhabi, entre bientôt l'Arabie Saoudite au niveau de qui possède qui et qui gagne des titres. Mais en tout cas, non, c'est très clair de ce côté-là. Tu fais bien de rappeler les exemples de Guendouzi ou de Varane. Et ça, c'est les cas les plus connus. Mais il y en existe des dizaines et dizaines de cas de joueurs qui n'ont pas autant percé qu'eux. Je pense surtout à Varane, parce que Guendouzi, il a encore un petit peu de chemin à faire, notamment d'un point de vue mental. Mais énormément de joueurs qui partent de Ligue 2, notamment vers la Première Ligue ou vers le Championship. Parce que ne serait-ce que le Championship, qui est censé être la deuxième division anglaise, les budgets n'ont, et tu me le confirmes, rien à voir avec les budgets de Ligue 2. Mais même en termes de ferveur, c'est des stades, je ne sais plus quelle est la stat, mais c'est des stades où, en temps normal, évidemment, il y a 15, 20, 25, 30 000 personnes, ce qui sans doute 30 000 personnes totalise l'ensemble des tickets vendus pour une journée de Ligue 2 ou une journée de Super D2, comme on disait jadis. Mais en tout cas, d'ailleurs, d'accord, c'est très très clair. Tout ça
Vas-y, je t'en prie. Je voulais rebondir parce que du coup, tu parlais de Guendouzi et Varane et ça me fait penser à une vidéo de Romain Molina que j'avais vu hier sur le sujet, sur comment dire, pourquoi est-ce que les recruteurs s'intéressaient à la Ligue 2. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette dimension-là à prendre en compte, c'est que les exemples, que ce soit Varane ou même Giroud qui est passé par Tours avant d'arriver à Arsenal, c'est que c'est les joueurs formés en Ligue 2 qui après parfois vont en Ligue 1 mais qui après font le grand saut Ligue 2 étranger, ils ont une capacité à s'installer assez rapidement dans les clubs basés à l'étranger. Enfin, on voit notamment Marcus Thuram, aussi Guingamp pour Mönchengladbach. Il n'a pas mis beaucoup de temps à s'adapter et être tout de suite performant. Donc, il y a ce côté talent brut à polir et puis cette capacité d'adaptation qui intéresse aussi pas mal les recruteurs en Ligue 2, quoi, et aussi il aide du coup les investisseurs à investir sur de tels joueurs. Oui, totalement, totalement. Et d'ailleurs, ça me fait penser j'ai vu passer pas mal d'infos par rapport au Paris FC. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé là-bas? Oui, Paris FC, donc effectivement, tout à l'heure tu parlais des nouvelles tractations qu'il pourrait avoir dans le football français avec les pays du Golfe. Et là, le Paris FC a un nouvel actionnaire minoritaire, donc à hauteur de 20%. Donc c'est le Royaume du Bahreïn qui a investi dans le Paris FC, donc récemment là aussi. Et là, l'idée, c'est d'avancer ces pions dans le domaine du sport et aussi dans le terme de la diplomatie sportive pour se faire connaître à l'international. C'est un peu toujours ce jeu de mimétisme qu'on avait pu évoquer entre les pays du Golfe, à qui investit dans quoi au niveau du sport pour se faire connaître, même si le Bahreïn est plus petit et a des moyens un peu moins importants que les Émirats arabes unis, le Qatar ou bien l'Arabie saoudite. Donc du coup, ils investissent à leur niveau, mais ils ont fait déjà quelques belles réussites en termes on va dire, de diplomatie sportive et pour se faire connaître aux yeux du monde, parce qu'ils ont déjà une équipe de vélo avec la Bahreïn McLaren. Et ils ont aussi un Grand Prix de Formule 1. Donc là, ils ont investi dans le football. Et c'est un investissement finalement relativement, relativement peu cher parce qu'ils sont actionnaires minoritaires, donc ils ne prennent pas trop de risques. Ils sont au niveau du Paris FC, donc même si ce n'est pas le PSG, le Bahreïn va être quand même associé à la ville de Paris, qui est quand même la ville, la capitale la plus visitée au monde. Et donc, il y a une idée de médiatisation derrière. Et c'est pour ça que, suite à ce rachat, le nouveau sponsor maillot du Paris FC, c'est Explore Bahreïn. Donc, il y a une idée aussi d'afficher le nom Bahreïn sur le maillot du Paris FC, d'associer le pays à la ville de Paris et donc aussi d'utiliser le football pour faire connaître le pays, pour aussi permettre au tourisme de se développer là-bas. Et aussi, il ne faut pas se le cacher, c'est aussi pour faire un petit peu de sport washing. On en avait parlé avec l'Arabie Saoudite, notamment le prince héritier, peut-être pas prince héritier, mais le prince, MBS. le prince Nasser Ben Hamed Al Khelif, qui est un grand fan de sport et très impliqué au niveau du cyclisme, mais aussi des courses hippiques. Et il y a beaucoup d'accusations de torture qui tournent autour de lui, et puis aussi au niveau du régime du Bahreïn. Donc il y a aussi cette idée-là un peu de laver l'image du Bahreïn qui peut être souvent associée à ce genre de pratique, et aussi son nom peut être associé à l'Arabie Saoudite. Donc il y a cette idée aussi de rendre une image plus positive du pays. Là, oui, en effet, en sport washing à gogo, on fera apparaître l'affiche sur la vidéo. On avait exploré en effet ce qui se passait en Arabie Saoudite. Et ça me fait penser d'ailleurs, tu parles du côté Explore Bahreïn. Ça me fait penser dans un degré moindre sur le maillot d'Arsenal l'année dernière, il me semble, le Visit Rwanda. Donc, Oui. donc au final, les maillots de foot, les maillots des clubs sont devenus des voyages. La manche, là aussi, c'est un partenariat effectivement pour développer la marque Rwanda et pour permettre aux touristes de visiter le Rwanda, surtout que le Rwanda tourne un peu vers un tourisme de luxe. Donc là, c'était l'idée d'investir un peu les marchés européens, donc que ce soit l'Angleterre et puis maintenant aussi le PSG, parce qu'ils ont fait un partenariat avec le PSG pour du coup faire connaître le Rwanda et ainsi attirer les touristes occidentaux là-bas. D'accord, très cool. Donc, si je récapitule, on a évoqué les stacks, donc 3. On a évoqué Caen, on a évoqué Toulouse, on a évoqué le Paris FC.
Pour clôturer le sujet, est-ce que tu aurais un autre club en tête sur lequel nous parler? Après, on peut évoquer aussi les cas de Auxerre et de Sochaux, bon, eux, qui ont été rachetés il y a plus longtemps par des entreprises chinoises. Donc, dans le cas de Auxerre, c'est le groupe Packaging dirigé par James Zhu qui détient le club depuis fin 2016. Là, l'idée, c'est, comme on avait pu l'évoquer dans notre dernière vidéo, c'est vraiment que la Chine devienne le nouvel acteur fort du football. Donc, on investit dans des clubs reconnus en Ligue 2 avec un bon centre de formation, qui sont aussi implantés au niveau du football de leur pays pour ensuite développer des partenariats locaux avec la Chine et du coup qu'il y ait un peu une transmission de savoir-faire et qu'ensuite on puisse prêter les meilleurs joueurs chinois en Europe pour qu'ainsi ils puissent s'aguerrir et ainsi comment développer leur niveau. Pour le cas de Sochaux, c'est un peu la même chose, même si pour le cas de Sochaux, ça a été un peu plus compliqué parce qu'ils avaient été repris par un groupe chinois par le passé, mais il y avait eu beaucoup de défauts de paiement. Donc là, c'est le groupe Nanking qui a repris Sochaux et maintenant ça va mieux parce qu'ils ont réinjecté de l'argent dedans et ils vont vers un schéma comme pour la GIA, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que le club s'installe en Ligue 2 et ensuite pourquoi pas monter en Ligue 1 et ensuite faire des partenariats avec la Chine et prêter les meilleurs joueurs chinois à Sochaux par la suite. D'accord, très cool. Donc ça veut dire qu'on a un quart, voire un tiers des clubs de Ligue 2 qui ont été récemment rachetés ou qui sont passés sous pavillon, ne serait-ce que minoritaire. Effectivement. C'est colossal. Après, on peut aussi évoquer le cas, mais c'est moins associé, on va dire, enfin, moins associé à des cas où c'est l'affaire, on va dire, peut-être d'un seul homme, parce que pour le cas de Caen et Toulouse, c'est des fonds d'investissement, donc du coup, c'est beaucoup plus de personnes qui s'investissent dans le projet. On peut aussi évoquer le cas qui a été racheté par l'homme d'affaires américain Vincent Volpe. Là, l'idée, c'est vraiment là, c'est un seul homme qui a investi dans le club et l'idée, c'est de les faire monter en Ligue 1. Mais par contre, on peut évoquer le cas de Clermont et le cas de Ahmed Schaffer, donc l'homme d'affaires suisse qui a racheté Clermont. Et lui, l'idée, c'est aussi de pérenniser le club en Ligue 2 et aussi de faire du trading de joueurs et aussi d'installer en Ligue 1. Mais il y a aussi une stratégie de faire un peu de la City Football Group à l'échelle du club de Clermont. Et il commence à développer des partenariats avec des clubs en Autriche, au Danemark et bientôt, si c'est possible, en Afrique avec le club du tout-puissant Mazembe. Donc là aussi, il y a cette idée un peu de se prêter les joueurs entre différents clubs et que, en gros, chaque club fasse grandir l'autre et que ensuite ça puisse permettre à Clermont de gagner en niveau. D'accord, donc je disais un tiers, un quart, mais en fait, on est quasiment bientôt à la moitié des clubs Je n'ai pas fait les comptes, mais oui, effectivement, si ça quasi. continue, on n'y sera pas loin. Ouais. Ouais, pour l'instant, on va dire que c'est un gros tiers. Mais d'accord. Alors, c'est tout ça, tous les exemples que tu as pris sont extrêmement clairs. Et en même temps, je te cache pas que c'est extrêmement flippant. Je veux dire, on a tous suivi le foot depuis plusieurs décennies maintenant, pour certains. Et ce qui est en train de se passer est assez dingue. On est vraiment un super groupe contre un super groupe contre un super groupe. Bon, on va voir où tout ça nous mène. Si c'est vers où va le football, naturellement, ainsi va la vie, j'ai envie de dire. On peut pas toujours dire c'était mieux avant, même si dans l'occurrence, d'un point de vue un petit peu macroéconomique, ça paraissait un peu mieux avant, mais ça change. Je pense que c'est un grand air de changement qui s'opère en ce moment. Et après, de toute façon, c'est toujours compliqué. C'est vrai que on veut pas que le football bascule par là, mais après, c'est compliqué pour des présidents de clubs de Ligue 2 qui n'ont pas forcément, des stades remplis ou qui doivent faire des investissements conséquents chaque année, de garder un club compétitif. Donc c'est vrai qu'il faut toujours essayer de trouver un peu des investisseurs minoritaires ou carrément revendre le club pour soit le faire grandir ou au moins le pérenniser en Ligue 2 parce qu'on a vu aussi par le passé, malheureusement, il y avait quand même pas mal de clubs qui transitaient entre la Ligue 1, la Ligue 2 et le National et qui après s'effondraient et puis on les retrouve
carrément détruits dans les plus basses divisions françaises. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours cet entre-deux, entre est-ce qu'on veut aller vers là, mais d'un autre côté, le football, c'est un business. Donc, une fois de plus, le football est le miroir de ce qui se passe dans le monde. Parmi les clubs que tu as cités, il y a 10, 20, 30 ans, c'était quoi? C'était un entrepreneur local qui avait un petit peu réussi, qui rachetait son club d'enfance. Je tire grossièrement le trait. Ouais. Là où aujourd'hui, donc avant, si tu veux, c'était le côté très romantique. Et là où aujourd'hui, c'est des groupes, des mastodontes avec des présidents qui connaissent absolument rien au foot et qui comprennent même pas ce qu'il y a en jeu et qui sont en train de racheter tout ça. Après, j'avoue que le cas du LOSC a sans doute fait école. Parce que Monaco, le LOSC, effectivement. Lors du montage, on rajoutera les statistiques financières du club. Mais ils ont fait des très bonnes plus-values. Ils ont su vendre tous les ans. En plus, c'est ça qui est dingue. Ils ont réussi à recréer un effectif, il me semble, sur 2-3 saisons en revendant massivement les joueurs. Souvent, d'ailleurs, faudra faire le bilan, mais des joueurs qui n'ont pas forcément bien fonctionné derrière. Je pense notamment à Nicolas Pepe, qui a été peut-être la plus grosse vente du LOSC. Après, on atteint des tels millions que c'est vrai que ça pèse sur tout. Après, il n'a pas fait une mauvaise saison, mais c'est vrai qu'on attendait plus d'un tel joueur. Et après, le prix est tellement conséquent. C'est un peu pareil qu'au niveau de Martial. Je pense qu'il y a quand même le poids du transfert qui doit peser sur ses épaules. Et on voit que Martial, finalement, maintenant, ça marche un peu mieux. Mais je pense qu'il faut aussi laisser du temps aux joueurs. Ça peut pas être des machines, et je pense que malheureusement parfois le temps dans un business comme le football, on l'a pas forcément, donc voilà. C'est ça, c'est là où je voulais en venir, hein. J'ai absolument rien contre Nicolas Pepe et il a fait une saison tout à fait honorable. Mais c'est juste que il fait une énorme saison, il s'en va. Après, c'est sûr que tu passes de Ligue 1 à Première Ligue, faut que tu t'adaptes. En plus, bon, Aubameyang a cartonné, donc c'est vrai que sur le front de l'attaque, il a pris un petit peu de place, l'ami Pierre-Emerick. Mais en tout cas, oui, assurément, il a fait une première saison raisonnable, je le verbalise. Et je suis certain que la seconde saison sera encore meilleure. D'accord, bah écoute, merci pour ce tour d'horizon de ce qui se passe en Ligue 2. C'est très clair. On va mettre toutes tes coordonnées, notamment Twitter et ton site web, dans la description. Et donc, une nouvelle fois, merci beaucoup, Kevin. Merci à toi, et puis à très vite pour une prochaine vidéo.